j'aime beaucoup l'expression de stop aux violences sexuelles, éradiquer ce virus, parce que nous aussi, sexologues, nous sommes bien convaincus qu'il faut éradiquer ce virus. Parce que pour quasiment tous, nous avons d'abord travaillé pendant des années avec les victimes pour soigner les conséquences désastreuses sur leur sexualité. Mais les sexologues sont aussi intéressés à la question des auteurs. Et pour ma part, je vais donc vous présenter cet exposé sur la prise en charge des mineurs auteurs et pourquoi c'est une urgence dans notre société, tout en sachant que beaucoup de choses se font déjà. Alors, donc 3 temps, l'observation du terrain, la prise en charge, quels soins, et puis perspective pour répondre à l'urgence. Alors, l'observation du terrain, eh bien, écoutez, alors on va déjà partir de la situation d'une victime, puisque pendant des années, moi, je me suis occupée de victimes, et que cela continue d'ailleurs. Manon, 15 ans, abandonnée à 3 mois par sa mère, sans père reconnu, donc elle est confiée à l'aide sociale à l'enfance d'un conseil général. Et à l'âge de 10 ans, elle révèle des attouchements et le viol par le mari de l'assistante familiale à laquelle elle est confiée. Je vous rassure, ça n'arrive pas très souvent que cela se produise dans les familles d'accueil, mais voilà, c'est quand même ce qui se passe pour Manon. Et là, j'ai mis cette observation parce que l'enquête montrerait bien que cet homme avait commis une première agression sexuelle à l'âge de 15 ans, et puis une autre quand il avait 20 ans, et qu'évidemment, le silence s'était fait sur cela. L'observation du terrain, c'est Marine, 15 ans. Alors, pour Marine, ses parents sont condamnés à 20 ans de réclusion pour actes de barbarie et violences sexuelles sur leurs enfants, incitation à sexualité avec leurs enfants, c'est catastrophique. Les lieux de vie se succèdent dans la vie de Marine, puisque évidemment elle a été confiée aussi à l'aide sociale à l'enfance et qu'elle a des troubles du comportement majeurs. C'est toute la personne de Marine qui est affectée par ce qu'elle a vécu, la grande violence aussi dans laquelle elle a vécu. Et vous voyez, elle est décrite comme un bulldozer ou un taureau. C'est ce qu'on trouve dans les rapports de professionnels qui la suivent. Mais au fil des années, le désarroi s'accentue parce que, voilà, on décrit pour Marine des pulsions et des gestes sexuels incontrôlables qu'elle présente envers les enfants, les adolescents et des adultes des deux sexes, assortis de violences verbales sexuelles. Et même vers ses 12 ans, elle organise un petit réseau de prostitution dans la maison d'enfants à caractère social où elle vit. Alors vous voyez, ça c'est la période 96-2002, puis en 2003, je vais arriver à ce temps où les services de la protection judiciaire de la jeunesse vont solliciter pour travailler aussi avec ces jeunes auteurs. Comme Rémi. Rémi, il a 12 ans. Alors, il vit avec sa maman déficiente intellectuelle jusqu'à ses 10 ans chez le grand-père maternel. Et puis à ses 10 ans, il va révéler que le grand-père commet des agressions sexuelles sur lui. Donc il va être placé avec sa maman dans une famille d'accueil. Et puis là, il va commettre des attouchements sur des enfants plus jeunes ou de son âge. Et évidemment, il va y avoir plainte. Et voilà. Alors, sauf que Rémi, évidemment, il a que 12 ans. Ce n'est pas l'âge de la responsabilité pénale. Mais vous voyez qu'il y a déjà des plaintes déposées. Pour Bertrand, lui, il est aussi placé à l'ASE à 11 ans pour carence éducative, alcoolisme paternel et violence conjugale. Et entre ses 13 et 15 ans, il va commettre 3 agressions sexuelles et donc il est placé en contrôle judiciaire. Il met en échec tous les différents placements du fait de sa très grande violence globale et il refuse tout suivi. Et puis voilà, à 16 ans, il est mis en examen pour viol présumé sur une personne majeure. Je parlais aussi de Loïc, 15 ans, lui aussi des carences éducatives, affectives, une grande maltraitance dans son enfance. Confié à l'ASE, il vit aussi chez une assistante familiale depuis ses 9 ans. Alors le placement a été salvateur pour lui, c'est enfin un enfant qui a pu grandir. Il a un suivi pédopsychiatrique, psychologique, il a des bons résultats scolaires, donc on se dit, ouf, cet enfant va bien. Et puis voilà, à 15 ans, surpris en train d'attoucher la fillette de 6 ans, confiée comme lui à cette famille.
Alors, le pédopsychiatre dira je lui ai passé un bon savon, la référente ASE aussi. Enfin, vous voyez, tout le monde se mobilise autour de tout ça. Et puis, ouais, c'est vrai, là, il n'y avait pas eu de. Il y avait eu ce qu'on appelle un article 40, puis voilà, c'était resté à ce niveau-là. Mais 6 mois plus tard, il recommence. Et là, évidemment, il va être placé ailleurs avec mise en examen, etc. Alors, vous allez me dire, la facile, hein, c'est que des milieux sociaux très précaires, défavorisés, ça s'explique, etc. Ben oui, mais voilà, il y a aussi les situations comme Dimitri. Lui, il vit dans une famille aisée, il est très bien, travaille très bien au collège, il n'y a pas de soucis apparents dans la vie. Hein. Et puis, à 13 ans, il commet des attouchements et viols sur ses demi-frères et sœurs. Alors, cette observation du terrain, oui, l'urgence, hein, vous le voyez. Hein, moi, je suis urgentiste de formation. Je n'étais pas prédestinée en tant que médecin à aller travailler là-dessus, comme beaucoup de mes collègues, je crois, ici. Hein. Mais c'est vrai, quand on arrive comme médecin de PMI dans un conseil général, ben, on peut être sensibilisé à l'urgence. Donc, des milieux sociaux dits défavorisés, mais pas toujours. Des parcours de vie problématiques, toujours, mais de façon très diverse. Et même Dimitri, c'était son cas. Hein. Et ça, il faut chercher. Des garçons auteurs, mais parfois des filles, bien sûr. Et d'ailleurs, Violette nous disait ce matin, 4 sur 100 hein, dans la série de femmes qui ont dit avoir elles-mêmes commis des actes d'agression sexuelle. C'est ce qui est dans la littérature, à peu près. Hein. Des jeunes antérieurement victimes de violences sexuelles. Alors, la littérature nous dit de 30 à 80% selon les études. Vous voyez, quelle amplitude. Pour ma part, sur les plus de 100 mineurs auteurs suivis à ce jour, j'ai un peu plus de 60% hein, de jeunes qui ont été eux-mêmes victimes. Mais la révélation de ces violences est souvent très difficile pour les garçons, notamment. Donc, des jeunes victimes de violences sexuelles exposées à d'autres formes de violence, ça, quasi toujours. Hein. Il n'y a vraiment que pour des situations de jeunes déficients intellectuels où on ne retrouvait pas d'exposition à la violence ni de violence sexuelle, hein, malgré de longs entretiens, etc. Mais sinon, d'autres formes de violence, c'est vraiment très, très important. Alors, chiffre de 2009, la part des mineurs mis en cause dans des infractions à caractère sexuel, à peu près 19%, mais vous voyez, entre 19 et 25%, c'est ce qu'on retrouve. Hein. Donc, effectivement, hein, des jeunes qui... quel peut être leur devenir. Des études nous disent qu'un nombre conséquent de majeurs auteurs de violences sexuelles a commencé à commettre des actes de violence sexuelle à l'adolescence. On n'a pas la boule de cristal et c'est bien pour ça que se préoccuper des mineurs auteurs, c'est aussi une évidence. Alors, vous voyez que tout ça, ça amène le désarroi, c'est évident. Mais le désarroi, il est aussi souvent majoré parce que, voilà, ce type de paroles qu'on va entendre hein, de la part de professionnels, hein, cette éducatrice qui disait « Quand je suis devant un adolescent agresseur sexuel, je ne vois pas ce que je peux faire, j'ai peur et je suis aussi en colère. » On n'est que des êtres humains, nous, professionnels. Et comme elle disait, moi, je n'ai pas été formée pour accueillir de tels jeunes. Et puis, c'est toutes ces représentations sociales autour de la violence sexuelle. Alors, je vous parlais de ce pédopsychiatre qui disait de Marine et de Bertrand, qu'est-ce qu'on peut faire hein, qu'y a-t-il à faire? Ça aussi, bien sûr, ça rajoute du désarroi par rapport à ces jeunes, hein, si les professionnels eux-mêmes sont dans ce discours-là, mais tous, on est dans ce discours-là. Hein. Donc, ce désarroi qui renforce la notion d'urgence. Alors, prise en charge, quels soins? Si la prise en charge des adultes auteurs, elle s'est organisée sur le terrain, cela s'est avéré plus compliqué pour les mineurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'un adolescent, ce n'est pas un adulte, hein, et que la codification de la prise en charge de ces jeunes est plus difficile à concevoir du fait de l'évidence de ne pas les réduire ou les enfermer à ces actes. Mais en même temps, puisqu'on n'a pas la boule de cristal, évidemment, c'est toute la protection des victimes potentielles qui doit être là, hein, dans nos esprits.
Alors, sachant quand même que les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2009 ne nous parlent que des majeurs. On n'y parle pas des femmes, d'ailleurs, mais on n'y parle pas non plus des mineurs. Toujours est-il qu'un ado vit dans un cadre de vie différent de celui de l'adulte, avec toute cette constellation autour de lui, sa famille, l'école, le social, etc. Et qu'il va falloir se servir de toute cette constellation, je dirais, pour agir, mais pour agir vite, puisque c'est une courte période et que c'est vrai qu'une fois devenu majeur, eh bien, ce sera peut-être moins simple. Alors, le soin des auteurs adolescents, donc de toute façon, une prise en charge pluridisciplinaire, transdisciplinaire, comme nous l'avons dit ce matin, et il faut que tout le monde, effectivement, de cette constellation, apprenne à travailler ensemble. Alors ça n'allait pas de soi, mais moi je suis là aussi pour donner des notions d'espoir cet après-midi. Je trouve que sur le terrain, ça va vraiment de l'avant pour que les gens apprennent à travailler ensemble en fonction de leur formation professionnelle initiale. Alors, le contexte juridique, bien sûr, il est précisé par la loi du 17 juin 1998, qui a été extrêmement importante, tant pour parler des victimes que des auteurs. Toutes les recommandations, tant de la Fédération française de psychiatrie de 2001, les travaux de l'Association pour la recherche et le traitement des agresseurs sexuels, pilotés par Claude Balliet. Il faut quand même lui rendre hommage à Claude Balliet, qui a été un des premiers, avec André Ciavaldini, à travailler sur cette problématique des auteurs. Et je citerai aussi Marie-Vonne Desmarais, qui est ici parmi nous, qui, en tant que sexologue, a aussi très vite travaillé sur ce sujet. Donc, Balliet nous disait, notre objectif de psychanalyste est de donner à un sujet les meilleures chances d'un fonctionnement mental plus satisfaisant avec l'utilisation de ses propres capacités. Ce sont des mots importants dont, évidemment, il faut se servir dans toute notre stratégie de lutte contre le virus. Les travaux nord-américains ont été très importants, avec tous les professionnels que je cite là, et qui se sont notamment fédérés dans ce qu'on appelle les congrès du CIFAS, congrès francophone sur l'agression sexuelle, qui est vraiment un puits de science pour fédérer tous nos travaux. Alors, les objectifs, c'est évidemment la continuité des prises en charge, la prévention de la récidive par le soin, dans des équipes pluridisciplinaires, psychiatres, psychologues, éducateurs, etc., infirmiers, pour des prises en charge pluridisciplinaires où on va travailler avec beaucoup de méthodes différentes avec ces personnes auteurs de violences sexuelles. Alors, il faut citer ces centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, ce qu'on appelle les CRIAFS, comme il y en a un dans chaque région, qui sont là pour vraiment assurer un travail de soutien des professionnels qui prennent, eux, en charge les auteurs, mais en sachant qu'en théorie, les CRIAFS ne prennent pas en charge directement. Alors, on en reparlera, puisque le soin est organisé dans les secteurs de psychiatrie via les CMP ou via les consultations de médecins ou de psychologues en libéral. Donc pour ces mineurs, pour les adultes aussi, mais je parle là des mineurs. Alors, en sachant que dans les lieux de détention aussi, évidemment, et vous avez des quartiers mineurs dans les établissements pénitentiaires, voire des établissements spécifiques pour les mineurs délinquants, dont les mineurs auteurs de violences sexuelles. Donc, dans ces lieux de détention, il y a aussi des équipes, les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, qui travaillent à la prise en charge des auteurs. Alors, toutefois, tiens, au stade de mon propos, vous allez peut-être vous dire, ben oui, mais quand même, tiens, on n'a pas cité le mot sexologue. Alors, je vais m'autoriser à parler un petit peu de cet aspect, parce que finalement, dans la prise en charge, si on observe ce qui se fait en France, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui est resté encore de l'ordre du tabou, peut-être.
ou du moins d'une grande difficulté. Quel dialogue sur tout ce qui touche à l'intime, sur ce qui reste tabou? Autrement dit, quel dialogue sur la sexualité? C'est peut-être un mot difficile à dire finalement aussi. Jacob, en 2001, québécoise, nous disait, dans ces histoires d'agression sexuelle, il faut évaluer la séquence comportement sexuel qui devient un comportement sexuel problématique et qui va peut-être un jour devenir une infraction à caractère sexuel. Jaffé, en 2009, disait « L'observation du terrain, au fil des années, confirme qu'il faut s'intéresser à la question du développement de la sexualité et aussi à la sexualité. » Donc ça, c'est une notion qui est quand même peut-être assez nouvelle en France et qu'il faut souligner. Parler, et en même temps, reconnaissant que parler de sexualité à un mineur, est-ce que c'est facile? Certainement pas. Alors à un mineur auteur, je ne vous raconte pas, et j'ai quand même envie de mettre ça. Est-ce que c'est pas être intrusif? Est-ce que c'est pas violer l'intimité? Est-ce que c'est pas être incestuel, incestueux? Est-ce que c'est pas donner des mauvaises idées, pousser au crime? C'est une question qu'il faut aussi savoir se poser pour évoquer cet aspect du soin. Oui, mais voilà. En même temps, revenons à l'observation du terrain. Et là, je passe à la période 2008-2013. Notre société évolue, notre monde change. Il faut qu'on sache aussi le regarder. Alors là, je vous mets des observations. Vous allez voir, l'âge diminue. Et les gens comme moi sur le terrain, dernièrement, un pédopsychiatre me disait, je m'arrache les cheveux dans les expertises. Je vois bien que l'âge s'abaisse. Il me dit, c'est catastrophique. Donc voilà, Gaëtan et Jérémy, deux frères qui vont pas bien, avec des comportements sexuels problématiques de type agressif. Et les gens autour d'eux n'en peuvent plus. Alors Jérémy, il y a déjà une plainte déposée aussi contre lui. Puis vous avez ce genre d'observation. Alors tout ça, c'est issu de ma pratique pendant 15 ans dans un conseil général, la Marne en l'occurrence, dont je tiens à saluer toute la mobilisation qu'il y a pu y avoir pendant des années sur ce problème. Lily, 9 ans, elle a eu des relations sexuelles avec 2 garçons de 12 et 8 ans, confiés dans la même famille d'accueil qu'elle, mais c'est elle qui est à l'initiative de ces faits. Oui, mais que se passe-t-il dans la vie de cet enfant? Lors des droits de visite chez ses parents qui s'alcoolisent, elle va regarder des films à caractère pornographique chez une de ses cousines âgée de 11 ans qui regarde, elle, ses filles en famille avec papa, maman. Et je peux vous dire que ces dernières années, ça n'a pas été rare de voir la situation que je vous présente après. Thomas, 6 ans, se met un soir à pleurer, va expliquer à sa maman que Louis lui touche le zizi pendant la classe. Vous vous rendez compte? En CP, classe de tous les apprentissages, pendant que la maîtresse fait la classe, eh bien, il y a le petit Louis qui va mettre carrément la main dans le pantalon de Thomas, qui lui touche le sexe et le fait et le refait. Et Thomas, il n'en peut plus. Alors, oui, alors là, il va évidemment me falloir... Qu'est-ce qu'on fait sur tout ça? Bon, bien, la prise en charge montrera que Louis regarde des films X avec son frère âgé de 16 ans et assiste aux ébats sexuels de ce dernier avec sa copine devant ces mêmes films. Donc, vous voyez que là, la question... Alors, est-ce que c'est la question de la sexualité? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, reconnaissons que d'une société qui ne parlait pas de sexualité, on est aussi passé à une société qui parle de sexe à tout va et cela renforce certainement l'idée de l'urgence, d'une part, et puis peut-être qu'il y a d'autres perspectives encore pour répondre à l'urgence. Alors, pour les gens comme moi qui travaillent en sexologie, l'urgence motive à faire état de l'ensemble des connaissances permettant de comprendre aussi comment se développe la sexualité. Parce que si on veut prendre en charge des mineurs auteurs et protéger les victimes potentielles, eh bien sûr qu'il faut s'intéresser à cette question du comment elle se développe, cette sexualité. Alors, bon, en fait, ce qui s'est passé, ça a été de considérer les agressions sexuelles comme des troubles dans le développement de la sexualité de ces enfants, de ces adolescents. Alors, quand on est enfant, on n'est pas auteur, c'est qu'à partir de 13 ans. Mais voilà, en tous les cas, considérer les faits posés par ces enfants ou ces adolescents comme des troubles dans leur développement sexuel
pour dire, eh ben oui, il faut développer encore d'autres formes d'approche dans le soin. Alors, on a à notre disposition tout un tas de choses scientifiquement codifiées qui nous permettent de travailler d'une façon méthodique autour de ces situations. Alors, on va alors, pour passer du désarroi à l'espoir, je le dis bien, c'est le but. Alors, ce concept de santé sexuelle, il est quand même important de le situer parce qu'il a été peu connu en France, peut-être parce que, oui, c'est vrai, ça reste tabou de parler de sexualité. La santé sexuelle est en matière de sexualité un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social. Elle est fondée sur l'expression libre et responsable des capacités sexuelles qui renforcent le bien-être harmonieux, personnel et social et enrichit la vie individuelle et sociale. Elle ne réside pas uniquement dans l'absence de dysfonction, de maladie ou d'infirmité. La santé sexuelle repose sur une approche de la sexualité et des relations sexuelles qui soit positive et respectueuse, constituée de plaisir, d'expériences sexuelles saines de toute contrainte, discrimination et violence. Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et assurés, y compris le droit à développer sa sexualité en toute quiétude pour les enfants et les adolescents. Donc ça légitime le travail, ce concept de l'Organisation mondiale de la santé. Alors bien sûr, il faut aussi se pencher sur la question du développement de la sexualité. Comment on le pense ? Quelles sont les différentes théories amenées là-dessus ? Alors moi, je vais quand même oser dire qu'en France, il y a une seule théorie qui a été travaillée. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux théories, parce que de toute façon, les théories, elles sont bâties à un moment donné par des théoriciens qui pensent avec les éléments qu'ils ont à une époque, etc. Donc, c'est très important de regarder tout ce qui a été pensé, de se l'approprier, de l'intégrer, de le penser, de continuer à le penser. Une petite attention quand même à Ferenczi, qui d'ailleurs, dès les années 1930, savait très bien dire qu'il voyait des auteurs qui lui avouaient avoir commis des agressions sexuelles sur des enfants et que donc tous les enfants ne fantasmaient pas de telles choses. Mais les différentes théories qui ont été développées dans notre monde sont aussi très importantes. L'approche cognitivo-sociale, Vallon, Piaget, Kohlberg, ça a été très important pour nous dire que le facteur le plus significatif dans l'acquisition d'attitudes sexuelles, c'est l'activité cognitive, c'est-à-dire comment un enfant observe le monde qui l'environne, perçoit des choses et puis peu à peu, il va s'approprier pour construire lui-même sa propre personnalité sexuelle en devenir. C'est aussi cette approche sociale très intéressante de John Gagnon et William Simon. Vous voyez, tout ça, ça date quand même des années 70, mais je peux vous dire que c'est absolument pas présenté dans les enseignements, quels qu'ils soient en France, des médecins, des psychos, des éducateurs, des enseignants, etc. Gagnon et Simon disaient l'enfant chemine dans ses découvertes de l'enfance. Et il y aurait tellement de différences dans les manifestations sexuelles comportementales dès l'origine qu'il était impossible d'expliquer la sexualité humaine par une seule force libidinale. La sexualité humaine est différente selon les âges, les sexes, les cultures, les groupes sociaux. Donc autrement dit que oui, l'enfant il chemine dans ses découvertes et que c'est pas parce qu'il se touche le corps devant vous ou quoi qu'il est dans du désir sexuel au sens où on l'entend pour l'adulte. Il découvre son corps, il perçoit que toucher ses parties génitales, ça fait rigolo, ça fait pas comme toucher le bout de son nez, mais tout ça, voilà, c'est parce qu'il développe sa personnalité en devenir. Alors, bien sûr, tout ça va expliquer qu'en même temps, s'il y a des violences sexuelles ou d'autres formes d'effraction dans le développement sexuel, eh bien, cela va venir complètement faire violence dans ce développement de la sexualité qui ne va pas pouvoir se faire tranquillement
comme cela devrait l'être pour tous les enfants et tous les adolescents. Alors, une mention pour les troubles de l'attachement. L'attachement, c'est ce cadre sécurisant d'affect que doivent avoir tous les enfants, je vais le dire comme ça, et les adolescents, un cadre sécure qui leur permet de sentir qu'on les aime et qui évidemment participe à leur apprendre à aimer et pour s'aimer eux-mêmes aussi. Or, les troubles de l'attachement sont extrêmement fréquents et vont s'accentuant dans notre société. Et évidemment, quand vous n'avez pas été rassuré sur votre capacité à être digne d'être aimé quand vous êtes enfant, je peux vous dire qu'à l'adolescence, vous partez vite à la pêche à l'amour dans tous les sens. Et ça, dans les problématiques de mineurs auteurs, c'est essentiel à considérer, puisque dans ma série de plus de 100 auteurs, 100% de troubles de l'attachement. Donc tout ça, évidemment, vient questionner la question du développement de la sexualité. Bon, les neurosciences, on en a parlé ce matin, elles sont essentielles pour comprendre l'impact d'un événement traumatisant sur la structuration de la sexualité adulte, et puis l'impact de la violence sexuelle et toutes les formes de violence par l'impact des conduites d'évitement, des conduites dissociantes sur le développement de la sexualité et sur la vie. Donc l'urgence, effectivement, c'est ces recherches, formations sur la sexualité et son développement. Alors, ce qui fait, vous voyez que souvent on entend les violences sexuelles, c'est pas une question c'est pas une question de sexualité. C'est une petite phrase qu'on entend beaucoup encore en France. Moi, je l'ai entendue, même quand je suis arrivée dans mon nouveau service, là, au CHU de Lille, où d'emblée, on m'a dit on ne sait pas pourquoi tu viens en tant que sexologue. Les violences sexuelles, ce n'est pas une question de sexualité. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille à tous ces supports scientifiques, théoriques, pour comprendre qu'on a aussi à se préoccuper de cette sexualité humaine. Alors l'approche sexologique, évidemment, c'est celle qui va parler du corps, mais le corps dans sa globalité, le corps génital évidemment, mais le corps dans sa globalité, relié à cette tête qui réfléchit, à ce cœur qui ressent. Mon dessin n'est pas très joli, j'en conviens, mais écoutez, il a le mérite d'être clair, je crois, et qui permettent qu'on mette des mots sur ce développement de la sexualité. C'est très important. Je vais donner 2 exemples. Celui de ce jeune qui est mis en examen pour une tentative de viol. Alors lui, on sait qu'il a été victime dans son passé, abusé entre ses 9 et 11 ans. D'ailleurs, affaire qui a été classée sans suite. Et puis, 2 ans plus tard, lui, il commet une tentative de viol. Il part dans tous les sens, ça va très mal. Il y a une tentative de suicide et puis hyper-agressivité, tous ces azimuts. Mais ce jeune, ça va être très important de pouvoir parler ce développement de la sexualité, comment il se sent, lui, dans sa peau de jeune homme, et puis de pouvoir se rendre compte qu'il n'a pas d'érection, il en a depuis qu'il a été abusé, il n'y en a plus, mais ça n'a jamais été interrogé. Or, quelle atteinte à son identité masculine en tant que jeune homme qui fait aussi sa puberté, alors que aussi ses copains lui disent « Tiens, on va regarder des films porno et tout », et qu'il va très mal dans sa personne globale. Je peux vous dire qu'il avait aussi une constipation opiniâtre, mais on disait c'est les psychotropes, alors qu'en fait, c'était à chaque fois qu'il allait à la selle, c'était résurgence des tentatives de viol que lui-même avait subies. Mais alors, donc vous voyez cette mise en mots de la sexualité, je vais dire, elle va servir à intégrer les processus physiologiques relatifs au sexe, valeurs genrées, les rôles sexuels, les différences d'orientation sexuelle, tout ce qui est essentiel à mettre en avant pour comprendre la sexualité et son développement. Je vais quand même citer un autre petit cas clinique. C'est celui de Bertrand que vous avez vu tout à l'heure, là, plusieurs agressions sexuelles et puis mise en examen pour présomption de viol. Lorsque je le reçois la première fois, alors je vais vous dire, déjà, il avait une éducatrice de l'ASE Béton qui a quand même réussi à le convaincre en lui disant « Écoute, je t'emmène voir un médecin qui va te parler de ce que c'est ta peau de jeune homme, de toi en tant que jeune homme. » Voilà. Elle a réussi à le mettre dans la voiture, mais d'emblée, quand il arrive, ça ne se présente pas très bien. Je n'en ai rien à foutre de venir ici, toutes les filles ne sont que des salopes. Vous voyez, ça commence comme ça. Alors, on pourrait dire, là, c'est pas tenable, on ne peut pas travailler avec un jeune comme ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait le dire, mais là, il faut tout de suite rebondir.
tu sembles être très déçu par les filles. Ce n'est pas simple pour beaucoup de garçons de s'entendre avec elles, comme cela n'est pas simple pour les hommes vis-à-vis des femmes. Vous voyez, c'est ce qui me vient en tête face à sa grande violence. Mais il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il répond là? Eh bien, il répond, tout ça c'est de la connerie, je m'en fous. Je renchéris, je connais ton histoire, je sais ce qui se passe actuellement. À mon avis, si j'ai bien compris, tu as besoin de réfléchir pour savoir comment on apprend à faire l'amour. Sur ce point, tu es un jeune comme bien des jeunes. Et c'est pour ça qu'on va se voir assez régulièrement pour travailler là-dessus. Et j'ajoute, tu la connaissais, cette fille de 18 ans? Tu étais amoureux d'elle? Je vois qu'il est étonné par cette question, peut-être pris au dépourvu d'ailleurs. Il répond, ben oui. Je réponds, tu peux avoir des sentiments sous ton air d'agressivité, donc raison de plus pour apprendre sur tout ça. Et je lui dessine le petit bonhomme là, en disant... j'explique ce que signifie chaque partie, définissant ainsi la personne. Et je conclus, nous allons réfléchir à la vie de cette personne ainsi faite qui vit avec les autres et n'a pas le choix puisqu'on vit dans un monde et pas sur une île déserte. Les autres sont des personnes comme toi, tu es une personne, comme moi-même d'ailleurs, j'en suis une. Et je dis à ce jeune que nous nous reverrons dans une semaine pour continuer. Alors, vous voyez, une consulte comme ça, c'est 6 minutes, montre en main. Mais la semaine d'après, il accepte de revenir. Remarquez, il sait qu'il va aller en prison. Alors, c'est un bon moyen pour qu'il vienne, d'accord? Mais il arrive à la consultation et là, je lui dis, tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois? Et là, il prend le crayon, il dessine le bonhomme. Donc là, je sais qu'on va pouvoir mettre en place une alliance thérapeutique et travailler, mais il faudra aller en prison, le suivre, il faudra aller en centre éducatif fermé. Bref, il va falloir mener un travail très constructif pour éviter qu'il ne devienne un monstre, parce que c'était quand même bien parti. Voilà, alors j'avance, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre trop de mon temps. Bon, donc là, juste un modèle pour travailler sur cette question de la sexualité. Pour les thérapeutes ici présents, on est dans les TCC de 3e génération, et il s'agit bien de provoquer un processus d'élaboration psychique sur le développement sexuel en cas d'infraction avérée ou présumée. Mais, puisqu'on a bon nombre de jeunes qui ont été victimes, il faut aussi tenir compte d'un traumatisme sexuel éventuel et qui d'ailleurs souvent, dans un bon nombre de cas, a été révélé au cours de cette prise en charge qui est structurée en 4 parties, les repères humains, les repères relationnels, les repères sur le développement sexuel et l'infraction en tant que telle. Bon, avec des principes thérapeutiques bien clairs et nets, j'y reviens pas là plus, mais évidemment, alors consentement libre, on ne va pas voir un sexologue comme ça, je peux vous le dire, donc c'est tout un travail de réseau, c'est tous les professionnels, PJJ, ASE, qui doivent être convaincus de favoriser l'adhésion d'un jeune. Donc, en complément des prises en charge classiques, telles que je vous les ai présentées avant, c'est un travail qui vient en complément, intégré au travail en réseau et dans le respect du secret partagé et du secret médical, évidemment. Alors, perspective pour reprendre ailleurs, c'est alors les CRIAFS. Les CRIAFS, de plus en plus, il y en a qui intègrent des sexologues. Et pour ma part, donc j'ai rejoint en septembre 2012 celui du Nord-Pas-de-Calais, puisque le professeur Thomas et le docteur Séguré, devant le nombre de situations de mineurs qui arrivaient au fil des années, ils ont souhaité compléter le dispositif pour travailler plus sur la question de la sexualité. Continuité des prises en charge, renforcer la lutte contre l'azalgie et réduire les coûts, parce que c'est bien ça aussi. En mettant autre chose, on vise aussi à renforcer les coûts et les temps de prise en charge. Même si vous imaginez que pour un mineur auteur, il va falloir le suivre sur un certain nombre d'années, mais il peut y avoir le temps de thérapie en tant que tel, et puis ensuite, tout ce qu'il va y avoir comme travail en réseau pour veiller à ce que ce jeune continue à bien grandir. Donc voilà, au CHU de Lille, on intègre la place du médecin sexologue avec un gros partenariat avec les équipes des secteurs de psychiatrie, avec un gros travail aussi entre l'intra et l'extracarcéral, puisque l'URSSAF, qui est le seul CRIAFS en France à vraiment travailler sur la question du soin, fait des évaluations des détenus
s'ils sont d'accord. Oui, mais un travail d'évaluation qui est ensuite transmis à l'extra-carcéral. Et moi, en tant que sexologue, là maintenant, je participe à ces évaluations et je peux vous dire que ça fait un travail de plus en plus constructif, tel que nous le disent maintenant les psychiatres et les psychologues de CMP. Voilà, puis avec par la suite toute cette articulation thérapie sexuelle, psychoéducation pour des jeunes mineurs, pour qu'on continue à veiller à ce que leur développement psychosexuel se fasse dans un sens de santé sexuelle. Voilà. Mais ce qui veut dire aussi qu'il faut former des gens en éducation à la sexualité pour être en capacité de poursuivre ce dialogue avec les jeunes et renforcer la notion d'attachement. Ça, c'est extrêmement important. Alors, dans un partenariat, puisque tout ce travail ne peut se faire qu'avec tout le monde. Alors, mention spéciale, les IME. Ce matin, on parlait du handicap. Bien entendu qu'il a fallu travailler avec des jeunes ayant des handicaps mentaux. On peut travailler avec ces jeunes, ça je le dis clairement, mais évidemment, là, vous imaginez que la prise en charge centrée sur la sexualité va être adaptée à ces jeunes. On va travailler avec des moyens qui sont adaptés à leurs problématiques. Et on travaille beaucoup avec les jeunes confiés aux ITEP, ces instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Voilà. Donc, j'en arrive aux conclusions. Aux conclusions, oui, les enfants et les adolescents sont des personnes en devenir et pas des adultes en miniature dans leur développement sexuel. La sexualité vécue dans la dignité vise à rendre heureux. C'est bien pour ça qu'il faut porter attention à la santé sexuelle des adultes et porter attention au développement de la sexualité des enfants et des adolescents. La question de ce développement doit être inscrite comme prioritaire en matière de recherche, d'enseignement, de soins et de prévention. Je vais dire, c'est pas facile de travailler sur cette question-là. C'est pour ça que l'AIUS est une association extrêmement importante, pilotée par le docteur Mireille Bonherbel, qui est psychiatre d'ailleurs, et qui est, comme tous les professionnels engagés dans cette association, convaincu qu'il faut vraiment continuer la question de la formation tous azimuts. Et c'est bien là qu'on se rejoint avec Stop aux violences sexuelles. Donc, le soin du développement sexuel et de la santé sexuelle doit devenir une évidence parmi les différentes modalités de soins dans les situations de violence sexuelle, avec des thérapies sexuelles pour les mineurs victimes, pour les adultes victimes, pour les mineurs auteurs, pour les adultes auteurs. Il faut qu'on puisse travailler avec toutes ces personnes. Bien entendu, thérapie sexuelle victime, ce n'est pas la même chose que les thérapies sexuelles auteurs. Mais vous voyez, c'est toute l'expérience avec la prise en charge des victimes qui a permis aussi au fil du temps, avec méthode, de pouvoir monter quelque chose pour les auteurs.